Hardigan. Hardigan présente Lui et moi de Alice Finet, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledesme, lu par Maud Rudigoz, Emmanuel Lemire et Manon Jomain. Ce ne fut pas le coup de foudre. Je peux le dire ouvertement maintenant. Mais, au bout de quelque temps, je l'aimais d'un amour plus puissant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je tenais beaucoup plus à elle que je ne tenais à moi. C'est précisément pour cette raison que j'ai agi ainsi. Il le fallait. C'est important que les gens sachent cela quand ils découvriront mes actes. Enfin, s'ils les découvrent. Alors, ils comprendront peut-être que tout ça, je l'ai fait pour elle. Être seul n'est pas la même chose que se sentir seul. Une personne peut vous manquer alors qu'elle est à côté de vous. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. La famille, les amis, les collègues, les amourettes. Ces personnes qui constituent le cercle social de tout un chacun, quoique le mien ne tournait pas tout à fait rond. Les relations que j'ai nouées tout au long de mon existence ne me semblaient jamais vraiment réelles. Plutôt une série d'occasions ratées. Les gens connaissent mon visage, se souviennent de mon nom, mais ils ne sauront jamais qui je suis au fond. Personne ne le sait. Mes pensées et mes sentiments, je les ai toujours gardés secrets. Je ne les partage pas. J'en suis incapable. Cette version de moi, je ne peux l'incarner que dans la solitude. Je me dis parfois que la clé du succès réside dans notre capacité d'adaptation. La vie a une fâcheuse tendance à fluctuer, et il m'a souvent fallu me réinventer pour conserver la tête hors de l'eau. J'ai dû changer d'apparence, de métier, et même de voix. J'ai appris à me fondre dans la masse, mais si je dois le faire constamment, ça m'épuise. Parce qu'en réalité, je ne peux pas m'intégrer. Je replie les pans rugueux de ma personnalité à l'intérieur, et je dissimule ce qui me distingue le plus des autres. Mais jamais je ne serai comme vous. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, et pourtant, j'ai passé ma vie dans la solitude. Je perds les pédales, et ce n'est pas la première fois. Mais la santé mentale, ça va et ça vient. Les gens diront que j'ai dérapé, que j'ai pété un câble. Mais quand le moment s'est présenté, je savais que c'était la meilleure solution. Ça m'a fait un bien fou, et j'ai voulu recommencer. Une histoire a toujours plusieurs narrateurs. Toi ou moi, eux ou nous, elle ou lui. Ce qui implique qu'il y a toujours au moins un menteur. Les mensonges que l'on répète souvent finissent par devenir vrais. On a tous un petit démon intérieur qui nous susurre des idées tellement choquantes qu'on préfère faire comme s'ils n'existaient pas. Je me souviens très bien de ce que la voix m'a dit ce soir-là, alors que j'attendais qu'elle sorte de la gare pour la dernière fois de sa vie. J'ai entendu le train qui approchait. J'ai fermé les yeux, et c'était comme si j'écoutais de la musique, la mélodie hypnotique des wagons roulant sur les voies, de plus en plus forte. Tchouk-tou-tchouk, tchouk-tou-tchouk, tchouk-tou-tchouk. Petit à petit, le son s'est transformé, et j'ai entendu des mots dans ma tête qui se répétaient encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus les ignorer. Tue-les tous, tue-les tous, tue-les tous. Chapitre 1. Elle. Anna Andrews. Lundi, 6 heures. Le lundi a toujours été mon jour préféré. L'opportunité de tout recommencer. Une ardoise vierge où l'on ne distingue que la poussière des erreurs passées que vous n'avez pas pu complètement effacer. Je sais que cette affection pour le premier jour de la semaine est assez rare, mais je collectionne les opinions impopulaires. Ma vision du monde est souvent un peu décalée. Quand on grandit au dernier rang du théâtre qu'est la vie, on apprend tôt à reconnaître les marionnettes qui dansent sur scène. Et une fois qu'on a vu les ficelles, qu'on sait qui les tire,
On a du mal à profiter du reste de la représentation. Maintenant, je peux m'asseoir où je veux, même au balcon. Malheureusement, ces jolies corbeilles dorées ne servent qu'à regarder de haut les autres spectateurs, et jamais je ne ferai ça. Ce n'est pas parce que je n'aime pas y penser que je ne me souviens pas d'où je viens. J'ai travaillé dur pour pouvoir acheter ma place, et le dernier rang me convient encore très bien. Le matin, je me prépare en vitesse. Ce n'est pas la peine de me maquiller. Quelqu'un va de toute façon tout enlever pour tout refaire quand j'arriverai au studio. Et je n'avale jamais rien au petit déjeuner. Je ne mange pas beaucoup d'ailleurs, mais j'aime cuisiner pour les autres. Apparemment, j'ai une personnalité nourricière. Je passe dans la cuisine pour prendre mon sac isotherme plein de cupcakes pour les membres de l'équipe. Je me rappelle à peine les avoir faits. Il était tard après mon 3e verre de quelque chose de blanc et de sec. Je préfère le vin rouge, mais le tanin laisse sur les lèvres des traces peu équivoques. Alors je n'en bois que le week-end. J'ouvre le réfrigérateur et je remarque que je n'ai pas terminé la bouteille d'hier, ce que je m'empresse de faire à même le goulot, avant d'emporter le récipient vide avec moi en sortant. Les poubelles passent le lundi. Mon bac à verre est bien trop rempli pour une personne qui vit seule. Presque que des cadavres de bouteilles. J'aime aller au travail à pied. Les rues sont quasi vides à cette heure matinale, et la marche m'apaise. Je traverse le pont de Waterloo et serpente dans Soho jusqu'à Oxford Circus en écoutant la radio. Je préférerais de la musique, Ludovico Einaudi ou Taylor Swift selon mon humeur. J'ai des goûts éclectiques. Mais à la place, je m'impose les voix doucereuses de la petite bourgeoisie britannique qui me dicte ce qu'il faut penser. Leurs accents me sont encore étrangers, même si désormais je parle comme eux. Ça n'a pas toujours été le cas. Cela fait presque 2 ans que je présente le journal de 13 heures de la BBC et j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je m'arrête devant le tas de cartons aplatis qui me met mal à l'aise tous les matins. Je vois une mèche blonde qui sort d'un côté et je devine qu'elle est encore là. Je ne sais pas qui elle est, mais j'aurais pu être à sa place si la situation avait tourné différemment. J'ai quitté la maison familiale à l'âge de 16 ans parce que je n'avais pas d'autre choix. Ce que je m'apprête à faire, je ne le fais pas de bon cœur. C'est l'expression d'un compas moral déréglé. Comme mon bénévolat de Noël à la soupe populaire, il est rare qu'on mérite la vie que l'on mène. On se l'offre comme on peut, avec de l'argent, de la culpabilité ou des regrets. J'extrais de mon sac une boîte en plastique et dépose l'un de mes cupcakes délicatement décorés sur le trottoir, entre les cartons et le mur, pour qu'elle le voie en se réveillant. Puis je me dis qu'elle n'aime peut-être pas le chocolat, ou qu'elle pourrait être diabétique, et je prends un billet de 20 livres dans mon porte-monnaie et le glisse dessous. Je m'en fiche si elle utilise cet argent pour boire. C'est ce que j'en aurais fait moi aussi. Les voix de Radio 4 continuent de m'agacer, alors je coupe le sifflet à l'homme politique qui me rebat les oreilles de ses mensonges. Leur langue de bois bien orchestrée est insoutenable quand je vois cette pauvre femme qui a de vrais problèmes. Non pas que je dirais cela à haute voix, ni pendant l'une de mes interviews. Je suis payée pour rester neutre. Mes opinions importent peu. Je suis sans doute une menteuse, moi aussi. J'ai choisi cette profession parce que je voulais raconter les histoires les plus édifiantes, celles que les gens avaient besoin d'entendre, celles qui pouvaient changer la société, la rendre meilleure. J'étais naïve. De nos jours, les médias ont plus de pouvoir que les politiciens, c'est vrai. Mais quel bien pourrais-je accomplir en essayant de révéler la vérité sur le monde, alors que je ne peux même pas être honnête avec moi-même? Qui je suis? D'où je viens? Ce que j'ai fait. Je bannis ces pensées, comme d'habitude. Je les enferme dans une boîte mentale inviolable que je pousse dans le coin le plus sombre et le plus reculé de mon cerveau, en espérant qu'elle ne s'ouvrira plus jamais. Je parcours les dernières rues qui mènent au studio, puis cherche dans mon sac à main ce badge que je passe mon temps à égarer. Mes doigts se posent sur une boîte de pastilles à la menthe qui proteste dans un grincement métallique quand je l'ouvre, et je gobe un petit triangle blanc, comme si c'était un médicament. Il vaut mieux dissimuler mon haleine alcoolisée pendant la réunion du matin. Je trouve mon badge et m'avance vers la porte tournante vitrée. Plusieurs personnes me dévisagent. Ce n'est pas grave. Je suis assez douée pour devenir ce que les gens attendent de moi. Au moins en surface. Je connais le prénom de tout le monde, même des agents d'entretien qui sont en train de passer le balai. Cela ne coûte rien d'être agréable, et j'ai une très bonne mémoire, malgré la boisson.
Une fois que j'ai passé la sécurité, qui est devenue encore plus stricte étant donné la version violente du monde que nous avons fait éclore dans la presse, je regarde la salle de rédaction en contrebas et me sens immédiatement à la maison. Elle est située au sous-sol du bâtiment de la BBC, mais on voit de tous les étages ce vaste open space rouge et blanc éclairé par une lumière crue. Tout l'espace est envahi par les écrans et les bureaux surchargés derrière lesquels sont assis une horde bigarrée de journalistes. Ces gens sont plus que des collègues pour moi. Je les considère comme une sorte de famille d'accueil dysfonctionnelle. J'ai presque 40 ans et je n'ai personne d'autre. Pas d'enfant. Pas de mari. Plus maintenant. Cela fera bientôt 20 ans que je travaille ici. Contrairement à ceux qui ont des parents ou des amis haut placés, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai dû faire quelques détours et éviter plusieurs fois les ornières de la route du succès, mais je suis finalement arrivée là où je voulais être. La persévérance est la réponse à tous nos problèmes. Quand l'ancienne présentatrice du Trésor a quitté son poste, le destin m'a souri. Elle a accouché avec 1 mois d'avance et a dû partir à la maternité 5 minutes avant le début du programme. Elle a perdu les os pendant que moi, je décrochais la chance de ma vie. Je venais de revenir de congé maternité moi-même, plus tôt que prévu, et j'étais la seule journaliste sur place qui avait l'expérience suffisante. Pendant des années, j'avais accepté les jours fériés et les nuits, tous les créneaux dont personne ne voulait, dans l'espoir de donner un coup de pouce à ma carrière. J'avais rêvé toute ma vie de présenter le journal. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de filer au maquillage. On m'a jeté en pâture sur le plateau en me poudrant le visage tout en m'installant le micro. Je m'étais déjà entraînée à lire un prompteur, et le réalisateur qui me parlait dans l'oreillette était calme et gentil. Sa voix m'a apaisée. Je ne me souviens de presque rien de ce premier JT, mais je me rappelle les félicitations reçues à la sortie du studio. Je suis passée du statut d'inconnue de la salle de rédaction à présentatrice de journal en moins d'1 heure. On surnomme mon chef le grand schtroumpf dans son dos un peu bossu. C'est un petit homme coincé dans le corps d'un géant. Et puis il zozote. Il a du mal à s'exprimer et ses collaborateurs à le prendre au sérieux. Il n'est pas très doué pour combler les trous dans le planning, donc vu mes débuts prometteurs, il a décidé de me laisser terminer la semaine. Puis la suivante. Le contrat de 3 mois de présentatrice au lieu de correspondante a été renouvelé 1 fois, puis prolongé jusqu'à la fin de l'année avec une jolie augmentation à la clé. L'audimat a progressé lorsque je présentais le journal, alors on m'a laissé rester. Ma prédécesseur n'est jamais revenue. Elle est retombée enceinte pendant son congé maternité et on ne l'a plus revue depuis. Presque 2 ans plus tard, je suis toujours là et m'apprête à renouveler mon contrat dans les prochains jours. Je m'installe entre l'éditrice et la première productrice, puis nettoie mon bureau et mon clavier avec une lingette. Je ne sais pas qui était assis là cette nuit. La rédaction ne dort jamais, et malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes standards d'hygiène que moi. J'ouvre le conducteur et je souris. J'ai toujours un petit frisson de plaisir en lisant mon nom en haut de la feuille. Présentatrice, Anna Andrews. Je commence à écrire un lancement pour chaque sujet. Malgré ce que pensent la plupart des gens, les présentateurs ne se contentent pas de lire les nouvelles. Nous les écrivons aussi. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Comme dans tous les métiers, on trouve tout type de profil. Certains ont les chevilles tellement enflées qu'on s'étonne qu'ils puissent encore mettre un pied devant l'autre. C'est peut-être pour ça qu'ils passent leur temps assis. Les gens seraient effondrés s'ils savaient comment leur chouchou de la télé se comporte une fois les caméras éteintes. Mais ce n'est pas mon rôle de leur faire ces révélations. Le journalisme, c'est un panier de crabes. Il faut du temps pour faire son trou, et le moindre faux pas peut vous renvoyer à la case départ. Personne n'est plus fort que le système. La matinée se déroule sans accroc. Le conducteur évolue en permanence, on discute avec nos correspondants sur le terrain, on étudie avec le réalisateur les schémas et cartes préparées pour le JT. Une file de journalistes et de producteurs cherche à parler à l'éditrice assise à mes côtés. En général, ils demandent que leur sujet soit étendu ou essaient de négocier un duplex. Tout le monde se bat pour obtenir quelques secondes de plus. Ça ne me manque vraiment pas de devoir supplier pour être à l'antenne et de passer ma vie à angoisser quand ça n'arrive pas. La réalité, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour aborder tous les sujets. Le reste de l'équipe est particulièrement calme aujourd'hui. Je jette un coup d'œil à gauche et remarque que la productrice a ouvert le prochain planning sur son écran. Elle ferme le document dès qu'elle voit que je regarde dans sa direction.
À part les scoops, rien de tel qu'un nouveau planning pour mettre une salle de rédaction en ébullition. Ils paraissent toujours à la dernière minute, et les créneaux les moins populaires, deuxième partie de soirée, week-end, nuit, font l'objet d'intenses tractations. Moi, je travaille du lundi au vendredi désormais, et je n'ai pas demandé de congé depuis plus de 6 mois, donc, contrairement à mes pauvres collègues, je n'ai pas à m'en inquiéter. 1 heure avant le direct, je passe au maquillage. La loge est un havre de paix après la tension et le vacarme qui règne à la rédaction. Mon carré châtain reçoit un brushing impeccable, et l'on recouvre mon visage de fond de teint anti-reflet. Je porte plus de maquillage au travail que le jour de mon mariage. Cette réflexion me plonge dans mes souvenirs, et je sens tout à coup la marque sur mon annulaire, là où je portais mon alliance. Le journal se déroule presque comme prévu, avec quelques modifications de dernière minute, des dépêches qui arrivent au compte-gouttes, un sujet reçu en retard, une caméra capricieuse dans le studio, une connexion de mauvaise qualité avec Washington. Je dois gentiment clouer le bec à notre correspondant politique à Downing Street, qui est toujours trop enthousiaste et déborde sur le sujet suivant. Certains journalistes aiment un peu trop le son de leur propre voix. Le débrief débute alors que je suis encore en plateau, attendant de souhaiter une bonne journée aux téléspectateurs à la fin de la séquence radio. Après le journal, personne ne tient à s'éterniser, alors on commence toujours sans moi. C'est une réunion pour les journalistes et les producteurs de notre programme, auxquels se mêlent quelques représentants d'autres services, les journalistes des antennes locales, ceux de la chaîne internationale, des monteurs, des graphistes, et le grand schtroumpf, bien entendu. Je passe par mon bureau pour attraper mes boîtes de cupcakes, impatiente de partager ma dernière création culinaire avec l'équipe. Je n'ai dit à personne que c'était mon anniversaire, mais cette année, j'hésite à organiser une fête pour l'occasion. Je traverse la salle de rédaction pour les rejoindre et m'arrête un instant en remarquant une femme que je ne connais pas. Elle me tourne le dos et se tient à côté de 2 enfants aux tenues assorties. Mes collègues sont en train de manger de jolis cupcakes. Ils ne sont pas faits maison comme les miens, mais viennent sans doute d'une pâtisserie hors de prix. J'observe la femme qui les distribue. Des cheveux roux qui encadrent un beau visage, un carré si parfait qu'il aurait pu être taillé au laser. Quand elle pivote vers moi et me sourit, j'ai l'impression de recevoir une gifle. On me tend un verre de prosecco tiède et je reconnais le bar à roulettes que la direction commande toujours lorsqu'un membre de l'équipe nous quitte. Ce qui arrive bien souvent dans ce métier. Le grand schtroumpf fait teinter son verre avec son ongle trop long et se met à déclamer des mots étranges, les lèvres couvertes de miettes. « Nous sommes tellement heureux de te revoir parmi nous !» C'est la seule phrase que je parviens à comprendre. Je dévisage Cat Jones, celle qui présentait le journal avant moi. Elle se dresse devant moi avec ses 2 adorables filles et ses cheveux roux si caractéristiques. Je manque de défaillir. Et bien entendu, un immense merci à Anna, qui a tenu la barre en t'attendant. Les yeux se tournent vers moi. Les verres se lèvent. Mes mains se mettent à trembler. J'espère que mon visage se débrouille mieux pour dissimuler mes émotions. C'était sur le planning. Je suis désolée, on pensait que tu étais au courant, me murmure une productrice. Je n'arrive pas à articuler un son. Un peu plus tard, le grand schtroumpf s'excuse. Il est assis dans son bureau, je suis debout, et il fixe ses mains en me parlant, comme si les mots qu'il peine tant à formuler étaient écrits dans ses paumes moites. Il me remercie et me dit que j'ai été une excellente remplaçante pendant 2 ans, je conclus, puisqu'il semble avoir du mal à se rappeler cette durée. Il hausse les épaules, comme si c'était un détail. « Fais fond poste, Anna. Elle a un contrat, on ne peut pas la virer parce qu'elle a eu un enfant, même si elle en a eu 2. » Il rit. Pas moi. Elle revient quand ? Une ride apparaît sur la vaste plaine qu'est son front. « Demain. Fais sur le planning de la... » Je le vois se battre intérieurement pour trouver un autre mot que « semaine », comme souvent pour les termes commençant par un S. « Semaine. Tu redeviens journaliste, mais ne t'inquiète pas, tu pourras la remplacer pendant les vacances, à Noël et Pâques. On est tellement content de ce que tu as fait. Voilà ton nouveau contrat. » Je baisse le regard vers les feuilles fraîchement sorties de l'imprimante, couvertes du jargon juridique des ressources humaines. Mes yeux ne peuvent pas se détacher d'une ligne. Correspondante, Anna Andrews.
En quittant le bureau, je la vois à nouveau. Ma remplaçante. Même si, en réalité, c'était moi qui ai toujours été la sienne. Et c'est difficile de l'avouer, même rien qu'à moi, mais en regardant Cat Jones avec sa coupe impeccable et ses filles parfaites, discutant, plaisantant avec mon équipe, je souhaite sa mort. Chapitre 2. Lui. Jack Harper, inspecteur divisionnaire de police judiciaire. Mardi, 5h15. En vibrant, mon téléphone me tire d'un rêve dont je n'ai aucune envie de me réveiller. L'un de ceux où je ne suis pas un quadragénaire qui rembourse le crédit d'une maison que je ne peux pas me payer, vit avec un jeune enfant qui m'épuise et une femme qui n'est pas la mienne, mais qui me fait tout de même suer. Un homme digne de ce nom aurait déjà repris sa vie en main, mais moi je traverse l'existence comme un somnambule, comme si aucune décision ne m'appartenait. Je cligne des yeux en regardant mon portable dans l'obscurité. On est mardi, et il est bien trop tôt. Heureusement que le message n'a réveillé personne d'autre. Le manque de sommeil a souvent des conséquences terribles dans cette maison. Moi, ça ne m'atteint pas trop. J'ai toujours été un oiseau de nuit. Mon cœur ne devrait pas se mettre à battre plus rapidement quand je découvre ce que je lis sur l'écran. Et pourtant. La vérité, c'est que depuis que j'ai quitté Londres, mon boulot est à peu près aussi excitant que le tiroir à culottes d'une nonne. Je dirige la section locale de la police judiciaire, ce qui peut sembler palpitant, mais puisque je suis basé au fin fond du Surrey, c'est loin d'être le cas. Blackdown est une petite ville anglaise traditionnelle située à 2 heures de la capitale, et à part quelques infractions mineures et de temps en temps un cambriolage, il ne se passe rien de criminel ici. Le bourg est séparé du reste du monde par une muraille d'arbres. Cette forêt ancienne paraît maintenir Blackdown et ses habitants dans le passé, ainsi que dans une pénombre constante. Mais la ville a une beauté de carte postale, c'est incontestable. Au détour de ces vieux chemins et de ces rues étroites, on découvre des chaumières retirées derrière des clôtures en bois blanc, et l'on rencontre une population constituée en grande partie de personnes âgées qui apprécient la quiétude du voisinage. C'est le genre d'endroit où l'on vient mourir, et un bled où je n'aurais jamais pensé vivre. Je fixe toujours mon téléphone, et je pourrais baver d'envie en lisant ces mots. Cadavre non identifié retrouvé dans la forêt de Blackdown cette nuit. C'est pour la PJ. Faites-moi un rapport. L'idée qu'on puisse trouver un cadavre ici semble assez farfelue. Mais je sais que ce n'est pas une erreur. 10 minutes plus tard, je suis habillé à peu près correctement, j'ai bu un café et je suis assis dans ma voiture. Mon nouveau 4x4, acheté d'occasion, aurait bien besoin d'être lavé et je me rends compte un peu tard que moi aussi. Je renifle mes aisselles et j'hésite à rentrer prendre une douche, mais je ne veux pas perdre de temps ni réveiller qui que ce soit. Je déteste la façon dont elles me regardent toutes les deux. Elles ont les mêmes yeux, souvent mouillés de larmes et envahis de désillusions. J'ai sans doute un peu trop hâte d'arriver sur les lieux avant tout le monde, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il ne s'est rien passé d'aussi atroce dans cette ville depuis des années. Ça me redonne de l'entrain, de l'espoir et de l'énergie. Quand on travaille pour la police depuis aussi longtemps, on se met à penser comme un criminel, sans jamais être traité comme tel. J'allume le moteur, priant pour qu'il démarre et évitant mon reflet dans le rétroviseur. Mes cheveux, qui sont désormais plus gris que bruns, sont totalement en pétard. J'ai de grosses cernes noires sous les yeux et je fais plus vieux que mon âge. J'essaie de me consoler en me rappelant que c'est le beau milieu de la nuit, bordel, et qu'en plus, je me fous de ce à quoi je ressemble et de ce que les gens pensent. Leurs opinions ont encore moins d'importance que les miennes. Enfin, je tente la méthode Coué. Je conduis avec une main sur le volant et frotte de l'autre ma barbe de 3 jours. J'aurais au moins pu me raser. Je baisse les yeux vers ma chemise froissée. Il doit bien y avoir une planche à repasser dans cette foutue baraque, mais je ne sais pas où elle se trouve et ne me souviens pas de l'avoir déjà utilisée. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me demande ce que les autres voient quand ils me regardent. Avant, je plaisais pas mal. Mais ça, c'était avant. Il fait encore noir quand je me gare sur le parking de l'Office des forêts du Surrey et je me rends compte que même si je me suis dépêché, tout le monde est arrivé avant moi.
Il y a 2 voitures de police, 2 camionnettes et d'autres véhicules banalisés. La scientifique est déjà sur place, tout comme l'inspectrice Priya Patel. Son choix de carrière ne l'a pas encore minée. Elle est toujours nouvelle et insouciante. Trop jeune pour que le métier ne la fasse se sentir usée, trop inexpérimentée pour savoir ce que ce boulot va lui faire. Ce qu'il nous fait à tous. Son enthousiasme en toutes circonstances m'épuise, tout comme sa bonne humeur perpétuelle. Rien que de la voir, ça me donne mal au crâne. Donc, je m'efforce de la regarder le moins souvent possible, ce qui n'est pas évident puisque je travaille tous les jours avec elle. Sa queue de cheval frétille tandis qu'elle marche vivement vers ma voiture. Ses lunettes à monture d'écaille tombent sur son nez. Ses grands yeux marrons expriment un peu trop de fougue. Elle n'a pas l'air d'avoir été tirée du lit au beau milieu de la nuit. Elle. Son costume ajusté ne peut certainement pas tenir assez chaud à cette petite silhouette fine. Ses souliers en cuir récemment cirés glissent dans la boue. La voir les salir me ragaillardit. C'est à se demander si elle ne dort pas tout habillée, au cas où elle devrait venir bosser en urgence. Il y a 2 mois, elle a candidaté pour être mutée dans mon service, Dieu seul sait pourquoi. Je pense que je n'ai jamais été aussi motivé que Priya Patel de toute ma vie. Ou, si ça a été le cas, je l'ai oublié. Dès que j'ouvre la portière, il se met à pleuvoir. Une grosse averse qui me trempe en quelques secondes. Je lève les yeux vers le ciel, qui fait comme si le jour n'avait toujours pas commencé, alors que nous sommes maintenant le matin. On verrait encore la lune et les étoiles sans cet épais manteau de nuages sombres. Les trompes d'eau ne vont pas aider à préserver la scène de crime. Priya me tire de mes pensées et je claque la portière trop fort sans le vouloir. Elle se jette sur moi, essayant de me couvrir la tête de son parapluie. Je la chasse. « Inspecteur Harper, je t'ai déjà dit de m'appeler Jack. On n'est pas à l'armée ici. » Son visage se fige dans une expression de chien battu et je me sens comme le vieux con que je suis devenu. « Ce sont les gendarmes qui nous ont prévenus. »« Ils sont encore là ?»« Oui. »« Bien, je veux leur parler. »« Entendu. Le corps est par ici. Les premières observations indiquent « Je préfère me faire une idée tout seul. » Je l'interromps. « Oui, chef. » C'est comme si elle était physiquement incapable de prononcer mon prénom. Je passe à côté d'un bon nombre d'agents que je reconnais vaguement, des gens dont j'ai oublié le nom, soit parce que je ne l'ai jamais mémorisé, soit parce que je ne les ai pas vus depuis très longtemps. Peu importe. La section de police judiciaire que je supervise est petite mais très bien organisée, et nous sommes basés ici même si nous travaillons dans tout le comté. Nous devons donc collaborer chaque jour avec des interlocuteurs différents. De toute façon, on ne choisit pas ce métier pour se faire des amis. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire d'ennemis. Priya a beaucoup à apprendre à ce sujet. Le calme feutré dans lequel nous avançons la gêne peut-être, pas moi. Le silence est ma symphonie favorite. Impossible de bien réfléchir quand la vie devient trop bruyante. Priya éclaire le chemin devant nous avec sa lampe torche, parfaitement efficace, comme d'habitude, ce qui me fout en rogne, et nous piétinons un matelas sombre de brindilles et de feuilles mortes. L'automne est déjà terminé. Il a fait cette année une apparition rapide, puis s'est effacé devant un hiver rigoureux. J'ai perdu le bouton du col de mon manteau, qui ne se ferme donc plus jusqu'en haut. Je colmate le trou avec une écharpe en laine style Harry Potter, sur laquelle sont brodées mes initiales, le cadeau d'une ex. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer, un peu comme la femme qui me l'a offerte. J'ai probablement l'air ridicule, mais je m'en fiche. Il est des choses dans la vie qu'on ne garde qu'à cause de ceux qui nous les ont données. Les noms, les croyances, les cache-nez. Et puis j'aime la sensation autour de mon cou de ce nœud coulant, confortable et personnalisé. À chaque expiration, je forme un petit nuage de vapeur. J'enfonce les mains au fond de mes poches pour essayer de les maintenir au sec et au chaud. Heureusement, quelqu'un a pensé à monter une tente au-dessus du corps. J'entre par la porte en PVC blanc. Dans ma poche, mes doigts se referment sur une tétine au moment où mes yeux se posent sur la victime. Je la serre dans ma paume si fort que le plastique me blesse. Une petite décharge de douleur, de celle dont j'ai parfois besoin pour ressentir la réalité des choses. Ce n'est pas la première fois que je vois un cadavre, mais là c'est différent. La femme est en partie recouverte de feuilles et le corps est assez éloigné du chemin principal.
Il aurait été difficile de le remarquer dans cet endroit obscur de la forêt, mais l'équipe a installé des lampes puissantes autour de la scène de crime. Qui a trouvé le corps? Appel anonyme depuis la cabine la plus proche d'ici. J'apprécie que cette réponse prenne aussi peu de mots que Priya de place. Ma collègue a tendance à jacasser et moi à vite m'agacer. Je fais un pas et me penche vers le visage de la morte. Pas loin de 40 ans, des traits fins, jolis dans son genre, qui est d'ailleurs plutôt le mien. Son apparence générale me dit aussi argent, vanité, contrôle. Clairement, son corps a été entretenu par des années de salle de sport, de régime et de crème hors de prix. Ses longs cheveux parfaitement décolorés semblent avoir été coiffés juste avant de toucher le sol. Des mèches d'or souillées par la boue. Aucune trace de lutte. Ses yeux bleu clair sont grands ouverts, comme choqués par leur ultime vision. Et d'après la couleur et l'état de sa peau, elle n'est pas là depuis longtemps. Le cadavre est entièrement habillé. Tout ce que cette femme porte paraît valoir une fortune. Un manteau de laine, un chemisier soyeux et une jupe en cuir noir. Elle ne porte pas de chaussures, ce qui ne semble pas idéal pour une balade en forêt. C'est impossible de ne pas remarquer ses jolis petits pieds nus, mais mes yeux reviennent automatiquement vers son corsage. Comme le soutien-gorge en dentelle qu'il recouvre, il était blanc. Les deux sont maintenant maculés de sang, et il est évident, quand on voit la chair à vif et le tissu déchiré, que la victime a été poignardée à plusieurs reprises dans la poitrine. Je brûle d'envie de la toucher, mais je m'abstiens. J'avise ensuite ses ongles. Ils semblent avoir été coupés récemment, mais ce n'est pas tout. Je déteste qu'on me voie avec mes lunettes, mais ma vue a malheureusement baissé, donc je sors la paire que j'ai toujours sur moi pour les urgences et m'approche un peu plus. Du vernis rouge a été utilisé pour écrire un mot sur les ongles de la main droite. Double. Je regarde la main gauche et je vois aussi du vernis, mais les lettres forment un autre mot. Face. Ce n'est donc pas un crime impulsif. Il s'agit d'un meurtre prémédité. Je me rebranche sur le moment présent et me rends compte que Priya n'a rien remarqué, occupée comme elle l'est à me lire ses notes et à m'exposer ses théories. En général, elle parle jusqu'à ce qu'on lui dise de la boucler. Un flot de mots sortent de sa bouche et encombrent mes oreilles. J'essaie d'avoir l'air intéressé et je traduis ses phrases pressées au fur et à mesure qu'elle les prononce. J'ai pris l'initiative de mettre en place toutes les procédures initiales. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance dans cette partie de la ville, mais on est en train de récupérer les images du bourg. J'imagine qu'elle n'a pas marché jusqu'ici pieds nus en plein hiver, mais sans identification de la victime ni d'un véhicule, le parking était complètement vide, je ne peux pas lancer de recherche. En situation de stress, les gens disent rarement ce qu'ils pensent. Et tout ce que j'entends d'elle, c'est son besoin de me prouver qu'elle est à la hauteur de la situation. « T'as déjà vu un cadavre ?» Je l'interromps. Elle se redresse imperceptiblement et relève le menton comme une enfant en colère. « Oui, à la morgue. » Pas pareil, je marmonne dans ma barbe. Il y a tant de choses que je pourrais lui apprendre. Des choses dont elle n'a pas idée et qui pourraient lui être utiles à l'avenir. J'ai réfléchi au message que le tueur voulait envoyer, reprend-elle en jetant un coup d'œil à son carnet, où je distingue l'une de ses nombreuses listes. Le tueur voulait que l'on sache que la victime était une hypocrite. Priya me lance un regard étonné. Ses ongles, ils ont été coupés et on y a écrit des lettres. Priya fronce les sourcils et se baisse vers les mains de la victime. Elle lève les yeux vers moi comme si j'étais Hercule Poirot. Apparemment, savoir lire est un super pouvoir. Je détourne la tête et m'intéresse à nouveau au visage de la victime étalé dans la boue. Je demande à l'un des membres de la police scientifique de prendre des clichés du cadavre sous tous les angles. Cette femme me donne l'impression d'avoir été le genre de personne qui aimait être admirée, qui était fière de son apparence. Le flash m'aveugle et me transporte dans un autre lieu, un autre temps. Londres, quelques années plus tôt. Les photographes, les caméras à chaque coin de rue qui voulaient obtenir un aperçu de ce qu'ils auraient mieux fait de ne jamais voir. J'enterre ce souvenir. Je déteste les journalistes. Et je remarque un autre élément. La bouche de la victime est entr'ouverte. Éclaire sa figure. Priya s'exécute. Je m'agenouille pour mieux observer le cadavre. Les lèvres qui étaient roses sont désormais bleues, mais je distingue un objet rouge dans la cavité béante.
Je tends la main pour l'attraper, sans réfléchir, comme si j'avais été ensorcelé. « Chef ?» Priya intervient avant que je commette une grossière erreur. Elle est bien trop proche de moi, si près que je peux sentir son parfum et son haleine, un léger effluve de thé bu récemment. Je me retourne et vois son petit visage me faire les gros yeux. Je pensais que cette expérience, trouver un cadavre dans les bois pour la première fois, l'aurait déstabilisé, désarçonné un petit peu. Mais je me trompais peut-être. J'essaie de me souvenir de son âge. C'est si dur à déterminer pour les femmes. Si je devais tenter de deviner, je dirais entre 28 et 32 ans. Encore dévorée par l'ambition, confiante en ses capacités, épargnée par les déceptions que la vie lui réserve. « Ne devrait-on pas attendre le légiste avant de la toucher ?» me demande-t-elle par politesse. Priya se tient aux règles comme les meilleurs menteurs se tiennent à leurs affabulations. Elle dit « légiste » comme un enfant qui viendrait d'apprendre un nouveau mot, un terme qu'il voudrait qu'on l'entende utiliser. « Tout à fait », je réponds en me reculant. Contrairement à ma jeune collègue, j'ai déjà enquêté sur des dizaines d'homicides au cours de ma carrière. Mais aujourd'hui, la scène de crime ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusque-là. Je me perds à nouveau dans mes pensées pendant que Priya spécule sur l'identité de la victime. J'ai l'impression d'être à l'aube d'une tâche immense, et je me demande si j'ai les épaules assez solides pour la mener à bien. Chaque affaire est unique, certes, mais cela fait des années que je n'ai pas eu à traiter ce genre de crime, et beaucoup de choses ont changé depuis. Le métier, moi. Et il y a un autre problème. Cette fois, c'est différent. Je n'ai jamais travaillé sur le meurtre de quelqu'un que je connaissais. Et cette femme, je la connaissais bien. J'étais avec elle hier soir. Chapitre 3. Elle. Mardi, 6h30. Nous avons tous des secrets, même si parfois nous ne les connaissons pas nous-mêmes. Quand j'ouvre les yeux, je ne sais pas ce qui m'a tiré du sommeil, quelle heure il est, ni où je me trouve. Je suis dans le noir complet. Mes doigts tâtonnent jusqu'à la lampe de chevet qui répond au moins à ma dernière question, et j'ai le plaisir de reconnaître ma chambre. C'est toujours un soulagement de voir que j'ai réussi à rentrer à la maison quand je me réveille dans cet état. Je ne suis pas le genre de femme qu'on rencontre dans les livres ni dans les séries télé, celles qui boivent trop et oublient ce qu'elles ont fait la veille au soir. Je ne suis pas une alcoolique amateur, pas un cliché. Nous sommes tous accros à quelque chose, l'argent, le succès, les réseaux sociaux, le sucre, le sexe. Les possibilités sont infinies. Moi, mon poison, c'est l'éthanol. Parfois, mes souvenirs mettent un peu de temps à refaire surface et je ne suis pas heureuse ni fière de ce que j'ai fait, mais je n'oublie jamais. Jamais. Cela ne signifie pas que je dois le crier sur tous les toits. Parfois, je me dis que je suis la narratrice défaillante de ma propre vie. Parfois, je me dis que nous le sommes tous. Le premier détail qui me revient, c'est que j'ai perdu le boulot de mes rêves, et ce souvenir, celui de mon pire cauchemar se concrétisant, me fait mal physiquement. J'éteins la lumière, finalement je ne veux plus voir la vérité en face. Je me recouche et m'enfouis sous la couette. Je me roule en position fétale et ferme les yeux en me revoyant sortir du bureau du Grand Schtroumpf, puis quitter la salle de rédaction hier après-midi. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, mes jambes ne me soutenaient plus vraiment. Puis j'ai téléphoné à ma mère pour lui raconter. C'était idiot, mais je ne savais pas à qui d'autre en parler. Ma mère a tendance à perdre la mémoire. Elle est un peu confuse ces derniers temps, et quand je l'appelle, je me sens coupable de ne pas lui rendre visite plus souvent. J'ai mes raisons de ne presque plus retourner dans cette ville, mais il vaut mieux les oublier que les expliquer. Il est plus facile de justifier la distance qui se crée entre les parents et leurs enfants par l'éloignement physique, mais parfois, si l'on tord trop le bras à la réalité, elle finit par se dissoudre. Au début, on aurait dit ma mère au bout du fil, mais ce n'était pas vraiment elle. Une fois que je lui ai tout relaté, elle est restée silencieuse, puis m'a demandé si une omelette avec des frites me remonterait le moral après cette journée difficile au lycée. Elle ne se souvient pas toujours que j'ai 36 ans et que je vis à Londres. Elle oublie régulièrement que je travaille,
que j'avais un mari et que j'étais maman, moi aussi. Elle ne s'est même pas rendue compte que c'était mon anniversaire. Pas de carte cette année, ni l'an passé, mais ce n'est pas sa faute. Elle n'a plus de prise sur le temps. Il passe différemment pour elle, désormais. Parfois, il se déplace vers le passé plutôt que vers l'avenir. Cette démence a ravi des années à ma mère et me l'a ravie, elle aussi. Vu les circonstances, il est naturel que je me sois replongée dans mes souvenirs pour trouver un peu de réconfort. Mais je n'aurais pas dû remonter jusqu'à l'enfance, qui est un terrain miné. Une fois à la maison, j'ai tiré tous les rideaux et j'ai ouvert une bouteille de Malbec. Je n'ai pas peur que les voisins me voient, mais j'aime boire dans l'obscurité. Il m'arrive de ne pas apprécier la femme que je deviens quand plus personne ne me regarde. Après mon deuxième verre, j'ai abandonné ma tenue télévisuelle pour un vieux jean et un pull foncé, puis je suis allée rendre visite à quelqu'un. Quand je suis revenue, quelques heures plus tard, je me suis débarrassée de mes vêtements dans l'entrée. Ils étaient couverts de boue, et moi de culpabilité. Je me souviens d'avoir débouché une autre bouteille et d'avoir allumé le feu. Je me suis assise devant la cheminée, enroulée dans un plaid, avalant le vin à grandes gorgées. J'ai mis beaucoup de temps à me réchauffer après avoir passé la soirée dehors. Les bûches crépitaient dans l'âtre en se murmurant leurs propres secrets, et les flammes faisaient danser des ombres fantomatiques sur les murs du salon. J'ai essayé de me la sortir de la tête, mais même quand je fermais fort les yeux, je voyais encore son visage. Je sentais encore l'odeur de sa peau. J'entendais sa voix, ses pleurs. Je me souviens de la terre sous mes ongles, de m'être frictionné longuement sous la douche avant de me coucher. Mon téléphone vibre. Ce doit être ça qui m'a réveillée. Il est encore tôt, il fait aussi noir dehors que dedans, et il n'y a pas un bruit. J'ai appris à ressentir l'inquiétude que crée le silence plutôt qu'à l'apprécier. Cette angoisse monte en moi, elle s'infiltre depuis les coins les plus reculés de mon esprit. J'écoute, mais je ne perçois aucun bruit de circulation, aucun chant d'oiseau, aucun signe de vie. Pas de chaudière qui ronronne, pas de gargouillis des vieux tuyaux qui sont censés sillonner mon appartement. J'attrape mon portable, la seule lumière dans la nuit, et je comprends que c'est une dépêche qui m'a réveillée. L'écran brille d'une lueur surnaturelle. Je lis le titre. Une femme retrouvée morte dans les bois. Je me demande si je suis encore en train de rêver. La chambre me paraît encore plus sombre qu'elle ne l'était auparavant. Mon téléphone sonne. Je décroche et j'entends le grand Schtroumpf s'excuser de me déranger si tôt. Il veut savoir si je peux venir présenter le journal. « Et Cat Jones ?» demande une voix qui ressemble à la mienne. « On ne fait pas. Elle n'est pas venue ce matin, on n'arrive pas à la joindre. » Les 1000 morceaux de moi qui se sont brisés hier commencent à se remettre doucement en place. Parfois, je me perds dans mes pensées et mes peurs. Elles m'enferment dans un monde d'angoisse qui, je le sais bien, n'existe que dans mon esprit. L'anxiété crie souvent plus fort que la raison, et quand on passe trop de temps à s'imaginer le pire, on peut le faire advenir. Le grand Schtroumpf, voyant que je ne réagis pas, insiste. « Je suis vraiment désolé, Anna, mais il faut que tu me dises si c'est possible. » Son cheveu sur la langue m'empêche de le haïr complètement. Je sais exactement ce que je vais lui répondre. J'ai déjà répété ce moment dans ma tête. Bien entendu, je ne laisserai jamais tomber l'équipe. Le soulagement palpable à l'autre bout du fil est succulent. Oh, « Tu nous fauves la vie !» souffle-t-il, et pendant un instant, j'oublie que ce ne fut pas toujours le cas. Cela me prend plus de temps que d'habitude de me préparer. Je suis encore saoule. Quelques gouttes dans les yeux et une tasse de café suffiront à rectifier le tir. Je la bois alors que le liquide est bouillant et me brûle le palais. Une petite douleur pour anesthésier une plus grande. Puis je me sers un verre de vin blanc frais que je sors d'une des bouteilles du réfrigérateur, juste une longue gorgée pour apaiser la brûlure. Je vais dans la salle de bain sans un regard pour la porte de la chambre au fond du couloir, celle que je n'ouvre jamais. Parfois, notre mémoire embellit les souvenirs et nous offre des images un peu moins laides de notre passé. Parfois, il faut le repeindre et faire comme si l'on avait oublié ce qui se cache derrière. Je me douche et prends une robe rouge dans la penderie. L'étiquette est encore attachée au dos.
Je n'aime pas faire du shopping, alors quand je trouve une tenue qui me plaît, je la décline dans toutes les couleurs disponibles. L'habit ne fait pas la femme, mais il peut au moins aider à dissimuler sa vraie nature. Je ne porte pas mes nouveaux vêtements dès leur achat. Je les garde pour les étrenner quand j'ai besoin de me sentir bien, plutôt que de me sentir moi-même. Lorsque je suis satisfaite de l'apparence de cette femme dans le miroir, je m'enroule dans mon manteau rouge préféré. Détonner n'est pas toujours une mauvaise chose. Je prends un taxi pour aller au studio car je suis pressée que l'ancienne moi retrouve son poste. Je suce une pastille à la menthe avant d'entrer dans le hall. Cela ne fait même pas 24 heures, mais quand je vois la salle de rédaction au sous-sol, j'ai l'impression de rentrer à la maison après une longue absence. Alors que je descends l'escalier vers mon équipe, je remarque la façon dont ils se tournent tous pour m'observer comme une colonie de suricates. Ils se lancent des regards inquiets qui creusent leurs traits fatigués. Je pensais qu'ils seraient plus heureux de me revoir. Tous les présentateurs ne se démènent pas comme je le fais pour défendre leur travail. Mais je garde mon sourire solitaire et m'accroche à la rampe en métal de l'escalier en colimaçon un peu plus fort. J'ai l'impression que je vais tomber. Quand j'arrive enfin à mon siège, l'éditrice m'arrête en posant sa main glacée sur la mienne. Elle secoue la tête, puis baisse les yeux au sol, l'air gêné. C'est le genre de femme qui passe sa vie à prier pour avoir un portefeuille épais et un corps fin. Mais apparemment, là-haut, on intervertit toujours les deux termes de sa requête. Je suis debout, au milieu de mes collègues assis, et je sens la chaleur de leurs regards sur mes joues rouges, essayant de deviner ce que eux peuvent bien savoir que moi j'ignore. « Je suis tellement désolée !» s'exclame quelqu'un derrière moi. J'ai un peu honte de comparer cette voix à du velours ou de la soie, mais c'est précisément ce à quoi ressemble ce ronronnement féminin et opulent. Une voix que je ne pensais ni ne voulais plus jamais entendre. La nounou a annulé à la dernière minute et ma belle-mère était disponible, mais elle s'est débrouillée pour avoir un accrochage en venant en voiture. Rien de grave, heureusement. Bref, quand j'ai enfin réussi à lui laisser les filles et à partir de la maison, mon train était en retard et j'avais oublié mon portable. Je n'avais aucun moyen de vous avertir que je n'allais pas être à l'heure. Oh, je suis absolument navrée. Mais maintenant, je suis là. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que Cat Jones, c'était fini pour de bon. Ça paraît bête, mais je pense que j'avais tout de suite imaginé un accident ou quelque chose de ce type qui l'aurait empêché de présenter le journal pour toujours et m'aurait permis de reprendre ma place et d'être à nouveau la personne que je souhaitais être. Maintenant qu'elle est revenue, je ne sers plus à rien. Et j'ai déjà commencé à m'écrouler en moi-même et à me replier en une petite créature invisible. Une pièce en trop dans un meuble en kit. Elle range une mèche de ses cheveux roux brillants derrière ses oreilles, révélant des boucles en diamant qui ont l'air bien plus authentiques qu'elle. Il est impossible que sa couleur de cheveux soit naturelle, mais elle est parfaite, tout comme sa robe jaune près du corps et la rangée de dents nacrées qui se dévoilent quand elle me sourit. Je me sens affreusement mal fagotée à côté d'elle. « Anna !» s'écrie-t-elle comme si nous étions de vieilles copines, et non de nouvelles ennemies. Je lui rends son sourire comme un cadeau empoisonné. « Je pensais que tu resterais à la maison avec ton petit bout de chou pour ton premier jour de liberté puisque je suis de retour. J'espère que tout se passe bien chez toi. Quel âge a ta fille ?» Elle aurait 2 ans, 3 mois et 4 jours. Je n'ai jamais arrêté de compter. J'imagine que Kat se souvient que j'étais enceinte, et il semblerait que personne ne lui ait raconté ce qui est arrivé à Charlotte quelques mois après sa naissance. Dans la salle de rédaction, tout paraît soudain immobile et silencieux. Tous les regards sont tournés vers nous. Sa question a aspiré tout l'air de mes poumons, et personne ne semble pouvoir y répondre. Ses sourcils, qui, j'en suis sûre, ont été tatoués sur son visage, se froncent de façon outrancière. « Oh mon Dieu, ils t'ont appelé à cause de moi ? Oh, je suis tellement désolée. Et dire que tu aurais pu passer la matinée à te reposer pour une fois à la maison avec ta petite famille. » Je m'appuie sur le siège pour garder l'équilibre. « Pas de problème. » Je parviens à articuler avec un rictus qui me fend les joues. « J'ai hâte d'être à nouveau une correspondante et je suis ravie que tu sois de retour parmi nous. En fait, ça me manquait de sortir du studio, de faire des reportages sur le terrain, de rencontrer les vrais gens. Tu vois ? » Son visage ne bouge pas. J'interprète son absence de réaction comme un signe qu'elle n'est pas d'accord avec moi, ou bien qu'elle ne me croit pas. «
Puisque tu es tellement enthousiaste à l'idée de refaire du terrain, pourquoi est-ce que tu n'irais pas couvrir cette affaire de meurtre? La femme tuée dans les bois. Oh, ce n'est pas une mauvaise idée, intervient le grand Schtroumpf en se plaçant à ses côtés et souriant largement comme un singe qui vient de trouver une banane. Je me sens rapetissée. Je ne suis pas au courant. Je mens. Je pense que ce serait le bon moment pour dire que je suis un peu malade. Je pourrais rentrer à la maison, me couper du monde et boire jusqu'à ce que je sois d'humeur guillerette ou un peu moins triste. Mais Cat Jones continue de parler et l'équipe tout entière est suspendue à ses lèvres. Le cadavre d'une femme a été retrouvé cette nuit à Blackdown, une petite ville du Surrey, selon les dépêches. Ce n'est peut-être rien, mais est-ce que tu pourrais aller voir sur place? D'ailleurs, j'insiste pour que tu aies un caméraman. Je suis sûre que tu n'aurais pas envie de traîner là-bas. Elle jette un coup d'œil vers ce qu'on appelle la station de taxi, le coin de la salle de rédaction où les correspondants sont installés, attendant qu'on les envoie sur un sujet, même si bien souvent leur labeur ne figure pas dans le JT. Les journalistes spécialisés, économie, santé, culture, affaires criminelles, ont tous des bureaux à l'étage. Leurs journées sont souvent bien chargées, satisfaisantes, et leur utilité n'est jamais remise en cause. La vie est différente pour les humbles correspondants. Certains ont eu des débuts de carrière prometteurs à un moment, mais se sont mis à dos la mauvaise personne. Depuis, ils passent leur temps à préparer des sujets qui ne sont jamais diffusés. Beaucoup de vieilles reliques peuplent la salle de rédaction, mais il est peut-être compliqué de s'en débarrasser avec les syndicats de journalistes qui veillent au grain. Il est difficile d'imaginer un sort plus humiliant pour une ancienne présentatrice que d'être reléguée au rang de correspondante. J'ai travaillé trop dur, trop longtemps pour disparaître. Il faut que je trouve un moyen de passer à nouveau à l'antenne. Mais cette histoire-là, je ne veux pas la couvrir. Il n'y a rien d'autre? Ma voix me paraît étrange, comme si l'on avait étranglé mes mots. Le grand Schtroumpf hausse les épaules en secouant la tête. Mes yeux se posent sur les quelques pellicules qui parsèment les épaules de son costume mal taillé, et il le remarque. J'esquisse un sourire forcé pour dissiper ce nouveau moment de gêne. Alors, c'est parti pour Blackdown. Nous avons tous des fêlures. Des bosses et des bleus que la vie nous a donnés au cœur et à l'âme, accentués par le mal-être et la peur, ou parfois pensés par de fragiles espoirs. Personnellement, je fais tout pour cacher mes points faibles. Et ce n'est pas la seule chose que je dissimule. Les gens qui ne regrettent rien sont des menteurs. La vérité, c'est que même si je donnerais cher pour ne plus être dans la salle de rédaction à cet instant, Blackdown est le seul endroit sur Terre où je ne veux pas remettre les pieds. Encore moins après hier soir. Certaines contradictions sont trop dures à expliquer, même à soi-même. Tuer la première fut simple. Quand elle est descendue à la gare de Blackdown, il était clair qu'elle n'avait aucune envie d'être là. Un sentiment qui ne m'était pas étranger. J'aurais aussi préféré être ailleurs. Mais moi, au moins, j'étais habillé pour l'occasion avec mon gros pull foncé. Pas elle. C'était le dernier train en provenance de Londres. Elle rentrait déjà bien tard. Mais apparemment, sa soirée n'était pas terminée, vu ses lèvres rouges, son brushing impeccable et sa jupe en cuir noir. Qui avait l'air vrai, le cuir, pas comme la femme qui le portait. Elle se faisait passer pour quelqu'un d'altruiste qui avait placé sa carrière sous le signe de la solidarité. Elle dirigeait une association venant en aide aux sans-abri. Mais moi, je savais que ce n'était pas une sainte. Loin de là. C'était plutôt une pécheresse qui voulait racheter ses fautes. Parfois, on fait de bonnes actions parce qu'on se sent mal. La ville était complètement déserte, comme toujours à cette heure avancée. Elle était la seule passagère sur le petit quai de la gare. Blackdown est une sorte de cité dortoir où, en semaine, les gens rentrent chez eux et se couchent tôt, tous les mêmes sous leur dehors soigné de petits bourgeois. Si un événement peu convenable se produit ici, tout le monde s'empresse d'étouffer l'affaire. La gare est un bâtiment historique construit en 1850, comme le proclame fièrement le fronton en pierre qui surplombe la grande porte d'entrée. Un joli chemin de fer de village pittoresque,
même si Blackdown était rapidement devenue une petite ville. C'est comme si l'on remontait dans le temps et évoluait dans un film en noir et blanc. Grâce à son ancienneté, la gare est préservée de toutes les manifestations inutiles de la modernité. Pas de caméras de vidéosurveillance et une seule issue par laquelle entrer et sortir. J'aurais pu la tuer sur le champ, mais son téléphone a sonné. Elle a parlé à son interlocuteur sur tout le trajet du quai au parking. Même si l'on n'avait rien vu, on aurait pu m'entendre. Je l'ai observée monter dans son coupé Audi, une voiture de fonction qu'elle avait payée avec les deniers de l'association, comme bien d'autres choses d'ailleurs. Son manteau de marque, un voyage à New York, un rendez-vous chez un coiffeur hors de prix. J'avais lu les bilans annuels dressés par son comptable. Je les avais trouvés dans le bureau de sa maison, dont le tiroir n'était même pas fermé à clé. Elle détournait régulièrement de l'argent de l'association pour ses propres intérêts, et il aurait été criminel de la laisser s'en tirer à si bon compte. Elle a roulé jusqu'au bois, une distance courte que j'ai pu parcourir facilement. Je l'ai vue sortir de sa voiture, puis ouvrir la portière d'un autre véhicule. Elle a coincé ses cheveux derrière ses oreilles et s'est baissée vers l'entrejambe du conducteur. Une sorte de mise en bouche, sans doute, peut-être pour s'ouvrir l'appétit avant de retrousser sa jupe et d'enlever sa culotte pour le plat principal. Apparemment, elle aimait garder ses vêtements et repoussait systématiquement les mains qui essayaient de l'en débarrasser. Ce qui n'était pas grave, puisque la plus belle partie de son anatomie était tout de même découverte. Ses clavicules. J'ai toujours trouvé que c'était la partie la plus érotique du corps féminin, et chez elle, c'était particulièrement frappant. La forme du creux entre ses épaules et l'os fragile qui se déployait sous la peau de neige était exquise. Les voir me donnait envie. Ses chaussures me plaisaient aussi, tant et si bien que j'ai décidé de les garder. Elles sont bien trop petites pour moi, mais c'est plus pour le trophée, j'imagine. J'ai vu son visage changer quand il la pénétrait. J'ai fermé les yeux et écouté les bruits que font un homme et une femme qui baisent alors qu'ils ne devraient pas, mais ne peuvent pas s'en empêcher. Comme des animaux dans la forêt, assouvissant un besoin viscéral sans se soucier des conséquences. Pourtant, il y a toujours des conséquences. J'aimais bien son visage après, brillant de sueur malgré le froid, un peu de couleur sur ses joues toujours si pâles, et sa bouche parfaite légèrement entr'ouverte qui n'était plus en train de halter comme une chienne en chaleur. Les lèvres écartées juste assez pour qu'on puisse glisser un petit quelque chose à l'intérieur. Mais ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est le regard que m'ont lancé ses beaux yeux bleus juste avant que je la tue. Une expression que je n'avais jamais vue sur ses traits auparavant et qui lui allait à merveille. De la terreur pure. Comme si elle savait pertinemment qu'un événement terrible allait se produire. Chapitre 4. Lui. Mardi, 7 heures. Ça ne va pas du tout. Si quelqu'un l'apprend, on va penser que c'est moi. Heureusement, personne n'est au courant de notre petite histoire. Chaque fois que mes yeux se posent sur le corps de la victime dans la boue, je repense à nos ébats d'hier soir. Parfois, j'avais l'impression de la regarder à distance, comme si elle faisait tout cela à quelqu'un d'autre. J'ai souvent eu du mal à croire que notre relation était réelle, comme si le fait qu'une femme aussi renversante s'intéresse à moi était trop beau pour être vrai. Et, vu ce qui s'est passé, on peut dire que c'était le cas. Elle entrait dans la voiture, baissait ma braguette et me suçait. Après ça, elle me laissait lui faire tout ce que je voulais. Et je ne m'en privais pas, excité par les sons étouffés qui sortaient de cette bouche parfaite. Cela faisait bien longtemps que je rêvais de coucher avec elle. Elle était bien trop séduisante pour moi. Je crois qu'au fond, je pressentais que ça allait se terminer un jour. Mais depuis le soir où nos rencontres nocturnes avaient commencé quelques mois plus tôt, elle me laissait lui faire n'importe quoi. Cela ne faisait aucun sens, étant donné son physique, mais au bout d'un moment, j'avais arrêté de me poser des questions. C'était comme une drogue. Plus elle m'en donnait, plus j'avais besoin de choses intenses pour être satisfait. Quand une femme comme elle vous attrape dans ses filets, elle vous libère rarement. Elle allait et venait comme la marée, et je savais qu'un jour ou l'autre, elle me laisserait échouer quelque part. Mais j'ai profité des vagues aussi longtemps que je l'ai pu. Notre arrangement nous apportait à tous deux ce dont nous avions besoin. Du sexe sans complications.
Cela ne voulait rien dire pour nous, et je crois que c'est pour cette raison que ça marchait. Pas de dîner, pas de rendez-vous, rien d'exigeant. Elle m'avait raconté avoir divorcé quelques mois auparavant, car son ex l'avait trompée. Il devait être vraiment stupide. Mais après tout, moi aussi, puisque je n'étais rien d'autre qu'un remède qui lui permettait de se sentir mieux dans sa peau. Cela ne me dérange pas qu'elle se soit servie de moi. Elle avait la réputation d'être belle à l'extérieur et laide à l'intérieur. On dit que la beauté permet de mieux s'en sortir, la plupart du temps. Je pensais que si personne n'était au courant, personne ne serait blessé. J'avais tort. « Dis mon nom !» C'est la seule chose qu'elle exigeait quand nous couchions ensemble. Et je m'exécutais. Rachel, Rachel, Rachel. « Vous allez bien, chef ?» Priya me dévisage et je me demande si j'étais encore en train de penser à voix haute. Pire que cela, elle ne quitte pas des yeux la blessure que j'ai au visage. Un souvenir de Rachel. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes faisaient ça, griffées comme des tigresses. Ses ongles ne changeaient jamais. Longs, roses, avec des extrémités blanches qui avaient l'air fausses. Je me fiche d'avoir des marques dans le dos, personne ne peut les voir. Mais hier soir, elle m'a eu au visage. Je regarde à nouveau ses ongles, coupés à la va-vite, et les mots écrits au vernis. Double face. Je lève la tête vers Priya. Voir ma collègue examiner la fine cicatrice sur ma joue me donne envie de m'enfuir. Mais finalement, je lui tourne le dos. Tout va bien, je marmonne. Je prends congé et vais m'asseoir dans ma voiture un moment, faisant semblant de passer des coups de fil pendant que j'essaie de me réchauffer et de me calmer. Je pivote vers la banquette arrière, je vérifie le sol, mais il n'y a aucun signe apparent de la présence de Rachel, même si ses empreintes doivent figurer partout. Je ne peux même plus me rappeler le nombre de fois où elle est venue, ni tout ce que nous avons fait dans cette voiture. Franchement, c'est aussi sale que notre relation. Je la ferai nettoyer plus tard, dedans et dehors, dès que j'en aurai l'occasion. À quoi je pensais en me liant avec une femme comme elle? Je savais qu'elle me poserait des problèmes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je ne disais jamais non. J'étais flatté, j'imagine, et retrouver Rachel, c'était toujours mieux que de rentrer à la maison, où rien de bien ne m'attendait à la fin de ma journée de travail. Mais si l'on découvre notre liaison maintenant, je risque de tout perdre. Il pleut toujours. Le crépitement des gouttes sur le pare-brise résonne dans mes oreilles comme un tambour. Je sens des élancements en haut de ma nuque, de ceux que seule la nicotine peut soulager. Je donnerais cher pour une cigarette, mais cela fait plus de 2 ans que j'ai arrêté. Pour la petite, pour ne pas infliger mes choix de vie désastreux à un être innocent. Un bon verre de rouge pourrait aussi me tirer d'affaire, mais je ne bois plus jamais avant midi non plus. Je cherche autre chose, mais il n'y a rien. Il ne faut pas que je dévie. Priya frappe à la vitre. Je me demande si je peux l'ignorer, conclus que non, et descends de la voiture. Retour au réel, froid et humide. « Je suis désolé de vous déranger, chef. Vous parliez à quelqu'un ?» ?»« À moi-même. »« Non. Le patron n'arrive pas à vous joindre. » Elle n'aurait pas pu prendre un meilleur ton pour m'accuser de je ne sais quoi. Je sors mon portable et vois 8 appels manqués du commissaire adjoint. J'ai rien reçu, soit il compose le mauvais numéro, soit j'ai pas de réseau. Je continue à mentir en rangeant l'appareil immédiatement dans ma poche. Je mens assez bien, aux autres et à moi-même. J'ai beaucoup d'expérience. S'il rappelle, dis-lui que la situation est sous contrôle et que je lui ferai un rapport plus tard. Je n'ai vraiment pas besoin qu'un péteux arrogant qui a la moitié de mon âge vienne foutre la merde maintenant. D'accord, je transmettrai. Je la vois ajouter un élément à sa liste mentale de tâches à accomplir. Il est clair qu'elle veut me dire autre chose, et son visage s'éclaire comme une boule de flipper quand elle finit par s'en souvenir. Il semblerait qu'on ait une empreinte. Hein? Quoi? Il semblerait qu'on ait une empreinte, répète-t-elle. Digitale? Non, une trace de pas. Vraiment, avec cette pluie? L'eau a formé de petites rigoles sur le sol du sous-bois. Priya rayonne comme une fillette qui s'apprête à montrer son beau dessin à son père. Les gars de la police scientifique sont à fond, pour une fois qu'ils sortent du labo. Ça ressemble à une empreinte récente de botte juste à côté du corps, mais elle était recouverte par des feuilles mortes. Ils ont vraiment bien travaillé. Vous voulez venir voir? Je jette un coup d'œil à mes propres chaussures boueuses avant de la suivre.
À mon avis, même s'ils avaient vraiment trouvé une trace de pas, je prédis que ce sera celle de l'un d'entre nous. La scène de crime aurait dû être isolée immédiatement, dès que tu es arrivé. Le parking aussi. Toutes les empreintes que nous pourrions relever risquent d'être irrecevables pour le juge. Le sourire s'efface enfin de son visage et je respire mieux. Je pense que personne ne sait que je suis venu ici, ni ne suspecte mon lien avec la victime. Tant que l'affaire en reste là, ça ira pour moi. La meilleure solution, c'est agir normalement, faire mon travail et prouver que quelqu'un d'autre a tué Rachel avant que la situation ne se retourne contre moi. J'essaie de faire le vide dans mon esprit, mais mon cerveau carbure à toute allure et mes pensées sont trop bruyantes. Notamment une qui tourne en boucle. Il aurait mieux valu que je ne revienne jamais à Blackdown. Chapitre 5. Elle. Mardi, 7h15. Je ne vois même pas l'intérêt d'essayer d'y échapper. Avouer que je ne veux pas aller à Blackdown soulèverait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Alors je rentre chez moi et prépare ma valise. Je ne prévois pas de rester dormir, mais dans ce métier, difficile de tout anticiper. Ça a beau faire longtemps, je n'ai pas perdu mes réflexes. Des sous-vêtements, une tenue qui ne se repasse pas, un ciré, du maquillage, des produits capillaires, une bouteille de vin, des mignonnettes et un roman que je n'aurai pas le temps de lire. Je dépose la valise dans le coffre de ma voiture, une Mini rouge décapotable que j'ai achetée quand mon mari m'a quittée. M'installe derrière le volant et j'attache ma ceinture. La sécurité, c'est très important. J'ai peur d'être au-dessus de la limite à cause d'hier soir, mais j'ai toujours un éthylotest dans la boîte à gants pour ce genre de situation. Je l'attrape, souffle dans le tube et j'attends que l'écran affiche la couleur. Vert, c'est bon pour moi. Je n'ai pas besoin d'allumer le GPS, je sais exactement où je vais. Le trajet sur l'autoroute est fluide. C'est l'heure de pointe, mais la majorité des conducteurs se dépêchent de rentrer dans Londres, pas d'en partir. Cela dit, les minutes s'étirent comme des heures quand le paysage ne change pas et que l'on n'a que ses angoisses comme compagnie. La radio n'aide pas particulièrement. Chaque chanson qui passe me rappelle des souvenirs que j'aimerais mieux oublier. Couvrir cette affaire est une mauvaise idée, mais puisque je ne peux l'expliquer à personne, je n'ai pas le choix. La sensation désagréable que je ressens à l'estomac ne s'arrange pas quand je prends la bretelle familière qui mène à la petite ville. Rien ne semble avoir changé, comme si dans les collines du Surrey, le temps s'était arrêté. Dans une autre vie, j'habitais ici, mais quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est le passé de quelqu'un d'autre que moi. Je ne suis plus la même personne, alors que Blackdown et ses habitants n'ont pas changé d'un iota. C'est encore beau, malgré les horribles événements qui s'y sont produits. Dès que je quitte l'autoroute, je me retrouve sur de petites routes de campagne. Le ciel s'efface rapidement sous le couvert de la forêt ancienne qui m'avale. Des arbres centenaires surplombent un réseau de routes englouties, bordées par de hauts talus où les racines s'exposent. Les branches noueuses s'enroulent les unes aux autres, empêchant le soleil de filtrer, sauf ses rayons les plus vaillants. Je me concentre sur la route jusqu'à la ville, naviguant entre les pensées qui m'assaillent dans les sombres tunnels forestiers. Quand j'émerge de la canopée, je découvre que Blackdown porte ses habits du dimanche, même un mardi. Les charmants cottages victoriens entretenus avec soin s'érigent, fiers, derrière des cours impeccables, des murs de pierre couverts de mousse ou de coquettes clôtures blanches. Les jardins sont tous plus beaux les uns que les autres, et aucun détritus ne jonche les rues. Je dépasse la place centrale, le pub qui s'appelle le White Hart, l'église catholique érodée, puis l'entrée imposante de Saint-Hilary's. Quand je revois le lycée pour filles, j'accélère inconsciemment. Je me concentre à nouveau sur ma conduite, comme si je pouvais éviter que mes fantômes ressurgissent en ne regardant pas directement ce bâtiment. J'entre sur le parking de la forêt et je repère la voiture de mon caméraman, arrivé avant moi. J'espère qu'ils ont mis quelqu'un de bien sur le coup. Les véhicules de la BBC sont tous identiques, des breaks qui dissimulent tout le matériel dans leur coffre. Ce qui fait la différence, c'est le technicien. Certains sont meilleurs qu'ils ne l'imaginent. La plupart sont bien moins bons. Ce dont j'ai l'air à l'antenne dépend beaucoup de qui me filme, alors je suis assez difficile. Comme une menuisière, j'estime avoir le droit de choisir les meilleurs outils pour découper, poncer et ciseler mon travail. Je me gare à côté de sa voiture, mais je ne vois pas le conducteur.
Le siège avant est complètement baissé, comme s'il avait décidé de faire une petite sieste. Ce n'est pas bon signe. Cela fait longtemps que je n'ai pas été sur le terrain et ça tourne beaucoup dans l'audiovisuel. Il y a de fortes chances que je tombe sur un inconnu. Ce milieu est précaire, difficile, et les places sont chères. En général, les meilleurs passent à autre chose quand ils comprennent qu'ils ne pourront pas évoluer. Je sors de ma voiture et m'approche de l'autre véhicule, en pensant rencontrer un nouveau caméraman. Mais je me rends rapidement compte que ce ne sera pas le cas. La vitre est ouverte malgré la pluie et le froid, et je reconnais la silhouette d'un homme que j'ai bien connu. Il fume une roulée et écoute un morceau des années 80. Je me dis qu'il vaut mieux éviter les retrouvailles gênantes, si c'est ce qu'il devait se passer. Je préfère abandonner à l'oubli les gens avec qui j'ai eu une histoire, mais quand on travaille dans la même boîte, ce n'est pas toujours possible. Ça va finir par te tuer, Richard, j'annonce en m'installant sur le siège passager, et je referme la portière. L'habitacle sent le café, la fumée, lui. Une odeur familière et qui ne me déplaît pas complètement. Mes autres sens sont moins impressionnés. Je m'empêche de ranger tout le bazar que je vois, des papiers gras, de vieux journaux, des gobelets de café vides et des canettes de coca écrasées, faisant de mon mieux pour ne toucher à rien. Il porte l'un de ses t-shirts rétro, comme d'habitude, et un jean déchiré. Il s'habille toujours comme un ado alors qu'il a fêté ses 40 ans cette année. Il ressemble à un surfeur maigrichon mais musclé, et pourtant je sais qu'il a une peur panique de l'eau. Ses cheveux blonds sont assez longs pour être attachés, mais ils pendent autour de son visage comme des rideaux. C'est le terme que j'utilisais quand j'étais au lycée, plus ou moins coincés derrière ses oreilles percées. Le syndrome de Peter Pan. « Il faut bien mourir de quelque chose », répond-il avant de tirer sur sa cigarette. « T'as l'air en forme. » « Merci. Toi, tu ne ressembles à rien. » Il sourit largement, et la glace est au moins craquelée, peut-être même rompue. « Tu sais, t'es pas obligé d'être désagréable, surtout de bon matin. T'aurais peut-être plus d'amis, d'ailleurs. » « J'ai pas besoin d'amis, mais d'un bon caméraman. T'as des contacts ? » ?»« Sympa. » Il fait tomber la cendre de sa clope par la fenêtre, puis se tourne vers moi. « On remet le couvert ?» Son regard brille d'une lueur un peu menaçante que je ne reconnais pas, mais quand il sort de la voiture, je comprends qu'il parle du boulot. Je le regarde préparer le matériel, ce n'est clairement pas un maniaque en termes d'hygiène, mais il prend son travail au sérieux. Et ressent une vague de soulagement et de gratitude en sachant que je vais passer la journée avec lui. Il fait du bon boulot et sait comment me mettre en valeur, même quand je suis au 36e dessous. Et puis, avec lui, je peux être moi-même. Enfin, presque. Nous avons couché ensemble plusieurs fois quand j'étais correspondante. Personne n'est au courant, nous avions tous les deux une bonne raison de ne pas s'afficher. Une raison en forme d'alliance, pour être précise. Et je n'en suis pas très fière. J'étais encore mariée à l'époque, mais c'était la fin. J'étais en lambeaux. Parfois, j'ai l'impression que la seule façon de surmonter ma peine, c'est de me faire mal autrement. Pour me détourner de ce qui me brisera certainement. De petites douleurs pour mieux guérir. Je ne défendrai jamais l'adultère, mais mon mariage avait touché le fond bien avant que je ne couche avec un autre homme. Tout a changé dans mon couple quand nous avons perdu notre fille. Lorsqu'elle est décédée, une part de nous s'est éteinte. Comme des fantômes qui n'ont pas compris qu'ils sont morts, nous avons continué à nous hanter l'un l'autre pendant de longs mois. Nous faisons un travail naturellement stressant et les mauvais jours, on cherche du réconfort là où l'on peut. La plupart des infos sont de tristes nouvelles. J'ai vu certaines scènes dans le cadre de mon activité qui m'ont bouleversée, qui ont modifié ma façon d'appréhender le monde et les autres. Des choses que je ne pourrai jamais oublier. Notre espèce est capable du pire et ne semble pas apprendre des leçons que l'histoire voudrait nous enseigner. Quand on assiste tous les jours à l'horreur et à l'inhumanité de ceux qui nous entourent, on change à jamais de perspective. Parfois, il faut détourner le regard, et c'était le but de notre relation, un besoin partagé de ressentir autre chose. C'est assez commun dans notre métier d'ailleurs. La moitié de la salle de rédaction a couché avec l'autre et parfois j'ai du mal à suivre le fil des aventures de mes collègues. Richard enfile sa veste, exposant son ventre musclé tandis qu'il lève les bras pour passer les manches. Il lâche sa cigarette et écrase le mégot sous la semelle de sa botte. « On y va ?» Il laisse le pied de caméra dans le coffre et nous nous avançons vers les bois. Ce n'est pas le moment de jouer les chochottes.
Je fais ce que je peux pour éviter les flaques et préserver mes chaussures. Nous n'allons pas bien loin. À part quelques journalistes photos, nous sommes les premiers arrivés. Mais il est évident que nous ne sommes pas les bienvenus. « Merci de rester derrière le cordon », ordonne une petite femme. Ses vêtements sont trop propres, ses mots trop articulés. Elle me rappelle une déléguée de classe désabusée. Puisque nous ne lui répondons pas, elle agite son badge, elle doit manquer de confiance en elle. Comme si elle avait l'habitude d'être prise pour une adolescente et de devoir prouver son âge avec sa carte d'identité. Je parviens à distinguer son nom, Patel, avant qu'elle ne le range dans sa poche. Je lui souris. Pas elle. Nous allons bientôt installer un cordon plus large. Pour le moment, je dois vous demander de retourner sur le parking. Je vous rappelle que c'est une scène de crime. Cette femme manque cruellement de charisme. Des lampes ont été installées derrière elle où se tient un bataillon de policiers en combinaison intégrale, certains d'entre eux agenouillés au sol. Ils ont déjà monté une tente au-dessus du corps et je sais d'expérience que nous ne pourrons jamais nous approcher plus que maintenant. J'échange un regard silencieux avec Richard, une conversation muette. Il allume sa caméra et la pose sur son épaule. Bien sûr, je mens à la policière en souriant. Je m'efforce juste de faire mon travail. Se mettre à dos la police n'est jamais une bonne idée. Il arrive hélas qu'il n'y ait pas d'autre solution. Je n'aime pas détruire les ponts, mais souvent, on en trouve d'autres en remontant le courant. On fait quelques prises, puis on vous laisse en paix. Vous allez nous laisser en paix maintenant et retourner immédiatement sur le parking, comme elle vous l'a demandé. Je dévisage l'homme qui vient de se planter à côté de l'inspectrice. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis un moment, qu'il s'est habillé en pleine nuit et il porte une écharpe qui ressemble à celle qu'on voit dans Harry Potter. Un inspecteur Columbo moderne, en moins charmant. Richard n'éteint pas la caméra et je ne bouge pas d'un pouce. Cette danse, j'en connais tous les pas. C'est toujours la même chorégraphie, il faut tout filmer pour trouver le bon angle d'approche. Nous sommes sur l'espace public. Nous avons parfaitement le droit de rester ici. C'est le meilleur argument qui me vient à l'esprit. Une tactique pour gagner du temps et permettre à Richard de zoomer et d'avoir quelques gros plans de la scène de crime. L'inspecteur s'approche et couvre l'appareil de sa main. « Hé, attention mon pote !» s'indigne Richard qui recule. Il dirige la caméra vers le sol. « Je ne suis pas ton pote. Tu te casses maintenant ou je te fais coffrer. » L'homme me gratifie d'un regard noir, puis retourne vers la tente. « On fait notre travail, c'est tout. Pas besoin d'être con comme ça !» lance Richard derrière son épaule quand nous nous éloignons. « C'est dans la boîte ?» je demande. « Bien sûr, mais j'aime pas qu'on touche à ma caméra. On devrait porter plainte. Tu peux trouver le nom de ce mec ? Je sais déjà qui c'est. Inspecteur divisionnaire Jack Harper. » Richard me regarde d'un air circonspect. « Comment tu sais ça ?» Je réfléchis une seconde avant de répondre. J'ai déjà eu affaire à lui. Ce qui est vrai, même si ce n'est pas la stricte vérité. Chapitre 6. Lui. Mardi, 8h45. Je suis sidéré de revoir Anna, même si je n'en laisse rien paraître. Je rejoue la scène dans ma tête jusqu'à ce que je connaisse par cœur nos répliques respectives. Je rejette ma frustration sur tous ceux qui m'entourent. J'aimerais être capable de mieux gérer la situation, mais cette journée est tout bonnement infernale, et elle n'aurait jamais dû se retrouver là. Je pense à la chemise neuve dans mon placard, que j'aurais pu porter si j'avais su que j'allais la rencontrer. Elle pend à un cintre depuis des mois. Il y a encore les plis du repassage d'origine. Je ne sais pas pour quelle occasion je la gardais. Je n'ai jamais besoin de bien m'habiller depuis que j'ai déménagé ici. Et le résultat, c'est qu'elle m'a vu dans cet état pitoyable, avec des vêtements froissés et une veste plus vieille que certains de mes collègues. Je fais comme si je m'en fichais, mais... Pour continuer à écouter gratuitement ce livre audio, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir le livre que vous souhaitez et l'écouter gratuitement grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.